bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Merci d'être avec nous en ce 13 novembre. Ce soir, nous avons un sujet qui est quand même particulier. C'est l'embauche du personnel en copropriété. Donc, l'embauche du personnel, c'est pas toujours évident. C'est pas tous les syndicats qui ont non plus des employés à même leur copropriété. Mais s'il y en a, il faut vraiment prendre des mesures et s'assurer qu'on fait les choses bien comme il faut pour bien aménager l'arrivée de ces nouvelles personnes-là. Mon nom est Valérie Couture de Condo Stratégiste. C'est un plaisir pour moi de vous d'animer la soirée, d'être avec vous ce soir. Mais ça va être très intéressant parce que j'ai deux invités très intéressants. Un qui n'a plus besoin de présentation, Maître Yves Papineau. Bonsoir, Maître Papineau, merci d'être là. Bonsoir, Madame Couture, vous allez bien? Très bien, vous? Ben oui. Super. Et pour nous accompagner, on a Maryse Goulet. Maryse Goulet travaille pour l'entreprise familiale, qui est la société de gestion Sentinelle. Sentinelle sont dans la copropriété pour la grande partie de leur parc immobilier, mais aussi dans la gestion immobilière, donc d'unités à louer en copropriété ou d'immeubles à revenus. Alors, Maryse est en copropriété depuis 19 ans. Et elle est CPA, si je ne me trompe pas, Maryse aussi. Alors, merci d'être avec nous, Maryse. C'est un plaisir de te voir avec nous ce soir. Merci de m'avoir invitée. Ça me fait plaisir. Donc, tu vas être là pour nous aider à discuter et répondre aux questions de nos auditeurs. Je le rappelle, vous pouvez poser vos questions dans le chat ou dans le QR et on va tenter d'y répondre selon les discussions avec nos invités ce soir. Donc, pour poursuivre la soirée, notre commanditaire de la soirée, je le rappelle toujours, le commanditaire, tout le monde, on est bénévole ici, mais c'est pour l'entretien du contenu, les sites web et tout ça. Donc, on a le commanditaire qui est l'équipe de Maître Papineau de LJT Avocat. Donc, merci Maître Papineau pour la commandite de ce soir et notre partenaire aussi via le support technologique et notre collègue Lancini qui est avec nous, le RGCQ. Je rappelle tout le temps aux copropriétaires et aux syndicats de copropriété qui peuvent et qui devraient être membres pour pouvoir avoir accès à de la documentation, de l'information via les conseillers infogestion et des formations webinaires ou en salle. Alors, on vous invite à vous mettre membre du RGCQ. Donc, ce soir, on débute par un sujet très important et souvent celui qu'on retrouve le plus souvent en copropriété, qui est le concierge. Souvent, il y a des syndicats qui ont un concierge qui habite là. Donc, c'est un contrat, c'est un employé du syndicat et tout ça. Donc, Maître Papineau, je vais diriger la question pour vous en premier, puisque l'embauche d'un employé, il y a des choses à respecter naturellement. Il y a des mécanismes à mettre en place. Je pense que Maryse va pouvoir nous aider aussi là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on devrait faire comme syndicat si on décide d'embaucher un concierge résident? Premièrement, on fait des vérifications sur les personnes. Peut-être avant de faire des vérifications sur les personnes, on devrait s'assurer de savoir exactement ce que l'on veut du concierge parce qu'il va falloir faire un contrat avec lui, puis il va falloir l'écrire dans le contrat. Parce que un contrat, c'est pas obligatoire, mais le but d'avoir un contrat, c'est de faire la preuve de ce qu'on voulait. Alors, si dans le contrat, on a écrit la description de tâche et la description de tâche est complète, bien là, il n'y aura pas de question à savoir est-ce que je dois faire ça ou pas, c'est écrit dans le contrat. Alors, premièrement, savoir ce que l'on veut comme travail. Par la suite, bien évidemment, trouver les personnes susceptibles de remplir ces charges-là et faire un contrat papier ou virtuel signé virtuellement. C'est pas, la question n'est pas comment il va être rédigé, mais c'est d'avoir un écrit, savoir de quoi il a été question et que les deux parties puissent s'y référer si jamais il y a un litige. Alors ça, c'est le point le plus important, savoir ce que l'on veut et bien le définir puis le décrire.
Et quand on parle d'un contrat, puis là, vous avez enclenché aussi le processus qu'on va faire une entrevue, tout ça. Je parlerai avec Maryse peut-être comment préparer l'entrevue, mais le contrat, Maître Papineau, est-ce qu'on rédige ça nous-mêmes comme administrateur dans notre copropriété? On se base sur le contrat du syndicat voisin à côté de nous. Est-ce que ça devrait être vérifié par un avocat pour être sûr qu'on a protégé les droits de nos copropriétaires comme administrateurs dans l'embauche parce que c'est un contrat important, là. Ben, c'est un contrat important, d'autant plus que si on veut se séparer de l'employé, il y a des délais, il y a des normes, il y a des préavis à donner, etc. Alors, est-ce qu'on doit faire attention comment on le rédige? La réponse, c'est oui. Est-ce que c'est magique savoir comment rédiger un contrat d'employé? Ben, écoutez, il y a la base. Le nom de l'employeur, le nom de l'employé, la description des tâches, la rémunération. Tout ça, c'est des questions faciles. Mais c'est pas parce qu'un contrat est bon chez le voisin qu'il va être bon chez vous, que vous le rédigiez et le fassiez vérifier par un notaire ou un avocat, c'est peut-être la bonne solution. Euh, Aller le chercher sur Internet, puis avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, écrire contrat de concierge, puis penser que l'intelligence artificielle va nous donner tout ça, puis ça va être parfait, c'est pas tout à fait le cas. Alors, c'est important de bien le rédiger. Le contrat, c'est comme les contrats de mariage et tous les autres contrats. C'est pas quand ça va bien, c'est quand ça va mal. Alors, si on veut être sûr que c'est bien fait et qu'on n'aura pas de problème, il faut s'assurer que ça soit bien rédigé. Parfait. Ma question, Maryse, pour toi, en fait, Papineau dit s'assurer que c'est bien rédigé, tout ça. Puis là, on peut parler d'un contrat qui est un remplacement déjà d'un concierge que dans vos syndicats, vous avez déjà eu, puis il faut le remplacer, tout ça. Mais comment vous préparez les syndicats pour l'embauche d'un nouveau concierge? Maître Papineau dit on va mettre des choses qui sont dans le contrat, bon, la rémunération, probablement les vacances, tout ça. Il faut penser aussi, il y a des contrats qu'on va faire dans les syndicats où est-ce que le concierge va peut-être résider sur place, peut-être pas résider sur place. Donc, peux-tu, Marie, nous expliquer un petit peu qu'est-ce que vous voyez dans vos syndicats de copropriété? Bien, tout d'abord, c'est vrai qu'il faut savoir ce que l'on veut. Donc, qu'est-ce qu'on veut aussi que le concierge fasse? Est-ce qu'il va juste faire de l'aspirateur puis de l'entretien ménager ou si on veut qu'il y ait certaines habiletés mineures, là, comme réparer des petites choses, mais pas du côté, on ne veut pas un plombier ou on ne veut pas un électricien, là, mais qui est capable de poser un babillard ou de faire quelques petits trucs. Donc, il faut savoir ce qui est capable de faire, ce que le syndicat veut qu'il soit capable de faire. Et puis, après ça, bien, c'est certain que du côté des critères, bien, avant de passer à une entrevue ou d'engager, bien, il faut faire l'annonce pour savoir qui on veut annoncer notre annonce d'emploi. Donc, une fois qu'on a les candidats, bien, là, c'est là que c'est vraiment important parce qu'il faut vraiment préparer des questions pour bien connaître la personne parce qu'on n'a pas nécessairement beaucoup de temps pour le connaître. Puis, ça va être une importance capitale dans le syndicat. Donc, d'avoir des bonnes questions, de vérifier des références, de vraiment là, fouiller sans pas trop dans les choses intimes parce qu'on sait qu'on ne peut pas aller trop loin là-dessus, mais connaître un peu là, son histoire, puis ses références, surtout pour qu'on puisse valider qu'il est vraiment une personne fiable, parce que le syndicat va s'embarquer dans quelque chose quand même de gros, surtout si c'est un concierge résident. Donc, résident, ça veut dire qu'il va demeurer là. C'est plus compliqué si ça ne fonctionne pas pour la fin de contrat par la suite. Donc, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qu'on veut, puis qu'il y ait comme un match parfait entre la personne, ses habiletés, ses qualités, puis ce que nous, on recherche. Parfait. Maître Papineau, Maryse a parlé de quelque chose d'intéressant dans la description qu'elle a donnée, c'est on va trouver quelqu'un qui va habiter sur place. Là, on arrive avec quelqu'un qui habite sur place et on doit penser à des choses qu'il faut organiser. Donc, le salaire, la déduction, les avantages imposables, tout ça. Ça, c'est pas optionnel pour un syndicat. C'est pas lui qui décide si il va mettre ça en place ou non.
Les lois sont là pour tout le monde, y compris le syndicat, là. Alors, c'est important, puis il peut y avoir deux façons que le concierge soit résident, ou l'appartement appartient au syndicat, ou le syndicat ou le concierge loue un appartement dans l'immeuble. Et ça devient un peu problématique parce que si le concierge est résident dans la copropriété, on lui fournit un appartement, on lui fournit un avantage imposable et il faut qu'il soit cotisé en conséquence. Il faut le déclarer. Si, en plus, l'appartement appartient au syndicat et que le syndicat veut mettre fin au contrat d'emploi, il faut qu'on soit capable de mettre le concierge dehors de l'appartement. La loi prévoit qu'il y a un minimum, il peut y avoir un avis d'1 mois à un concierge pour qu'il libère l'appartement, mais s'il ne s'en va pas, on fait quoi? Alors, il faut aller voir le juge, pas au tribunal, l'ancienne Régie du logement, il faut aller à la Cour du Québec parce que la Régie du logement, le tribunal du logement n'a pas de juridiction là-dessus parce que ça fait partie du contrat de travail. La mode maintenant, c'est que les syndicats vendent des appartements et louent un appartement d'un copropriétaire ou le concierge loue l'appartement d'un copropriétaire, ce qui est moins de problème pour le syndicat. Si le syndicat met fin au contrat du concierge, il n'est pas pris avec un bail. C'est le concierge qui est pris avec le bail. Alors, il faut penser à ces choses-là. C'est beau d'avoir un concierge résident, mais il y a des conséquences et il faut faire le tour de tout ça. C'est pour ça que, tant qu'à moi, on est mieux d'avoir une entreprise de conciergerie que d'avoir un concierge résident. De toute façon, l'esclavage a été aboli, ça fait déjà longtemps. Tu ne peux pas demander à un concierge d'être là 24 heures par jour, 7 jours par semaine. C'est les normes du travail, pas juste la loi sur l'esclavage, mais les normes du travail ne permettent pas ça. Alors, il faut faire attention à ce qu'on demande aussi à notre concierge. On ne peut pas lui demander d'être là en tout temps, puis de toujours être prêt en tout temps. Et de ne pas le rémunérer en conséquence, puis de ne pas lui donner de vacances, puis pas de donner de journée de congé, là. Puis là, c'est un bon point, M. Papineau, parce que si on lui en donne des vacances, des journées de congé, puis on est bien d'accord avec ça, ça veut dire que soit qu'on a une coupeuse de service comme syndicat, ou on doit engager quelqu'un pour pallier à ces journées-là, à ces vacances-là. Donc, ça amène une autre situation, parce qu'on a comme peut-être un concierge à temps plein et un concierge à temps partiel. Si on a un concierge à temps partiel, puis l'autre est parti en vacances, il pourra devenir à temps plein. Mais effectivement, le problème, puis en plus de ne pas travailler 24 heures par jour, 7 jours par semaine, comme vous dites, il y a des vacances, il y a des journées de congé, mais il y a des journées de maladie aussi. Alors, il faut prévoir notre besoin. Est-ce que notre besoin, c'est d'avoir un concierge qui va être là quand ça va donner, ou ça prend un concierge 7 jours par semaine? À ce moment-là, ça va en prendre plus qu'un. Et là, on rentre dans la question, est-ce qu'on veut se mettre à engager plusieurs employés? Parfait. Merci, M. Papineau. Maryse, est-ce que tantôt, M. Papineau a amené un peu aussi la direction en disant peut-être que c'est mieux d'engager une firme externe. Là, on parle du concierge résident, mais dans certains immeubles, on va parler de sécurité 24 heures sur 24 dans les entrées des bâtiments, etc., etc. Puis peut-être, Maryse, il y en a d'autres qui te viennent en tête, là. Mais qu'est-ce que vous voyez dans vos plus grandes copropriétés actuellement? Est-ce que les gens ont tendance à remplacer un employé du syndicat pour rentrer, amener une firme externe qui peut fournir pour les vacances, qui peut fournir, s'il y a une blessure, on n'a pas parlé de ça, mais Papineau, mais la personne se blesse, là, il peut plus faire son travail de concierge peut-être, donc on a besoin aussi de remplacer. Maryse, qu'est-ce qu'on voit dans le marché actuellement? Ce qu'on voit, puis ce qu'on recommande, c'est davantage d'aller vers des compagnies. Le concierge résident, je pense que c'était plus comme à une autre époque, ou en tout cas, c'est assez difficile parce que, comme Maître Papineau disait, le concierge, il peut être là, sauf que qu'est-ce qu'on n'a pas dit, c'est que
tout le monde sait où il demeure le concierge. Ils vont aller cogner à toute heure et à toutes les journées, même si son samedi et son dimanche étaient des journées de congé. Donc, c'est de plus en plus difficile de ce côté-là, je pense, d'engager. Puis c'est venu comme ça avec la nouvelle vie maintenant. Mais ça fait que, justement, les grandes copropriétés, surtout, sont mieux d'engager des compagnies, même la petite copropriété, d'engager une compagnie. Puis une compagnie, bien, c'est elle qui doit gérer les vacances, les maladies des employés pour le remplacement. Donc, c'est quand même moins à gérer pour le syndicat parce que nous, on veut finalement que le travail soit fait, que ce soit Monsieur X ou Monsieur Y, bien, c'est la compagnie qui s'en occupe. Donc, d'engager, ça vient enlever beaucoup d'obligations du syndicat, là. Tout à fait. Et est-ce que côté coût pour un syndicat, Maryse, est-ce que tu pourrais dire dans ce que tu vis dans votre quotidien, dans votre parc de gestion de copropriété, ça revient à peu près au même? Est-ce qu'il y a une économie d'avoir son propre salarié ou au bout du compte, il n'y a pas vraiment d'économie si on regarde ça rapidement? Ben, je pense pas qu'il y a des grandes économies, mais il faut, parce qu'il n'y a pas juste ce que ça coûte, c'est un coût qui se calcule pas, c'est le temps des autres pour gérer ce qui va pas avec les employés, mettons, comme passer les entrevues d'embauche, choisir un employé qui fait pas l'affaire que tu dois remplacer. Ça, c'est des coûts quand même pour le syndicat ou pour les administrateurs qui passent du temps là-dessus. Tandis que si c'est la compagnie, bien, c'est à eux d'aller passer les entrevues et de remplacer. Donc, question de coût, il n'y a pas un si grand écart. Je pense qu'il ne faut pas non plus juste calculer exactement. Ben, il ne faut pas juste y aller avec la décision, mettons qu'on économise, je ne sais pas moi, 5 000 à la fin de l'année. Le 5 000, il peut coûter plus cher parce que même un accident de travail, le syndicat serait obligé de payer l'employé qui, avec les cotisations qui vont monter en CNESST. Et d'un autre côté, il doit remplacer l'employé qui ne peut plus faire le travail. Donc, il y a quand même des coûts qui ne sont pas directs, là, mais qui peuvent arriver comme ça, là, ces coûts-là qui sont pas calculables au tout début. Tu ne les connais pas nécessairement, mais ça peut faire une différence à la fin. Ça peut arriver dépendamment de la situation. Oui. Puis aussi, il faut comprendre que, Maryse, comme CPA, tu connais bien ça, la gestion de la paye, tandis que si on a une firme externe, ben, c'est de leur côté. Donc, si on sait très bien qu'il y a des bonnes ressources, là, les banques, pour ne pas nommer employeur D, tout ça, il y a des bonnes ressources, mais il faut quand même que quelqu'un mécanise là, l'entrée des données, tout ça. Quand tu parlais d'investissement de temps, ben, c'est soit le gestionnaire qui va le faire, c'est soit les administrateurs eux-mêmes qui vont faire que, ah, ben, elle a été malade, elle est allée au médecin, etc., etc. Il y a une ressource qui va être monopolisée pour un certain moment dans ce travail-là, hebdomadaire ou bimensuel. Oui, bimensuel. Puis à la fin de l'année, les T4, les relevés de fin d'année, les relevés sommaires au gouvernement. Donc, c'est sûr que c'est le syndicat qui doit faire ça s'ils ont des employés. Okay. Maître Papineau, si on veut, on a on a fait un mauvais choix comme syndicat et on veut mettre fin à un contrat avec un employé qui est embauché par le syndicat. Je sais que tantôt vous avez parlé là, du logement, c'est peut-être préférable qu'il loue lui-même son logement ou des choses comme ça, mais le syndicat doit être très, très prudent dans une situation comme celle-là. Il y a des choses qui doivent bien préparé pour ne pas se faire ben, peut-être potentiellement poursuivre pour un congédiement illégal ou des choses comme ça? Effectivement, le syndicat, s'il veut mettre fin à l'emploi de son concierge, il doit avoir des raisons. La loi sur les normes du travail prévoit certains délais, prévoit certains cas. Alors, sur une courte période, on peut mettre fin à son travail sans justification, mais sinon, il faut donner des préavis, il faut indemniser. Alors, c'est pas si simple que ça.
C'est pour ça que je vous disais plus tôt, ce problème-là, si vous employez une société de conciergerie, c'est elle qui a tous ces problèmes-là. En plus que si vous engagez quelqu'un, puis vous apercevez après un bout de temps, vous n'avez pas eu les bonnes informations parce que l'employé a oublié de vous dire des choses ou parce que maintenant, avec les nouvelles lois de protection et tout ça, on n'a plus le droit de poser les mêmes questions qu'on posait il y a 20 ans. On n'a pas le droit de faire les mêmes recherches. C'est plus difficile maintenant. Mais Maître Papineau, vous nous laissez sur une note qu'on a besoin de s'en savoir plus. Qu'est-ce qu'on n'a plus le droit de poser comme question qui serait, je vais dire, peut-être démodées ou qui sont plus acceptables? Ben, des questions très personnelles qui n'ont pas rapport avec le travail. Il y a une personne qui a eu un jugement aux droits de la personne parce qu'on lui a demandé son origine ethnique, qu'on lui a demandé il avait vécu où avant. Le tribunal des droits de la personne a dit que ça n'avait rien à voir avec le travail et les besoins du travail. Lui demander combien il y a d'enfants, puis est-ce qu'il est divorcé, est-ce qu'à un moment donné, il faut faire attention parce qu'on veut savoir si la personne a 12 enfants pour entrer dans un logement de 4,5, mais les questions qu'on a le droit de poser maintenant sont beaucoup plus restreintes. Il ne faut pas que ça soit perçu comme la ségrégation ou si la personne a ses origines ou ses orientations sexuelles ou toutes ces choses-là, on n'a plus le droit de poser ça. La Commission des droits de la personne vous le rappelle régulièrement. Alors, il faut faire très attention à toutes ces questions-là. Merci. Ma dernière question, Marie, c'est pour toi. Est-ce que dans les syndicats que tu as vécu, que tu as rencontrés qui embauchaient, est-ce que des syndicats qui embauchaient une firme particulière pour l'entrevue des personnes? Parce que quand on écoute les commentaires de Maître Papineau, ça commence à être compliqué, ça aussi, de faire ça, on va dire maison, là. Donc, est-ce qu'il y a des syndicats qui transmettre ça à un professionnel de l'embauche ou des gens comme ça? C'est une bonne question, mais j'ai pas encore vu ça. Cette responsabilité-là était donnée au gestionnaire. Donc, le gestionnaire présentait par la suite le ou les candidats qui restaient pour que les administrateurs fassent le dernier choix, mais c'est vraiment le gestionnaire qui faisait ces étapes-là là, de l'annonce, des entrevues et d'essayer de trouver la perle rare. Les annonces, on met ça où comme syndicat quand on cherche la perle rare? Bien, sur Internet, c'est sûr qu'il y a des sites comme Indeed là, qui permettent de faire ce genre d'annonce-là. Je ne suis pas la spécialiste des réseaux sociaux, mais je sais que, mettons, comme Indeed, là, ça fonctionne. Ça fonctionne bien, c'est ça maintenant, Ouais. ces réseaux-là. Parfait, merci. Dans un autre volet de ce qu'on jase ce soir, on a parlé des employés comme concierge résident, sécurité, etc. Mais le gros des ententes des syndicats, c'est des contrats de service. Donc, c'est des contrats de service aussi importants que la ventilation, peut-être l'embauche d'une firme de conciergerie, d'une firme de sécurité, des choses comme ça. Ça peut être aussi, Maître Papineau, des contrats de travaux, parce qu'on embauche une compagnie de maçonnerie pour faire des travaux. On embauche une compagnie pour venir couper le gazon. Ça, c'est un autre volet que j'aimerais qu'on jase. Mais avant ça, j'aimerais valider, parce que tantôt on en discutait avant d'entrer en ondes, Maryse, on l'a bien dit, qui peut exécuter des travaux en copropriété? Bien, on a des âmes très charitables en copropriété parfois, je ne dis pas dans tous les syndicats, mais on a des administrateurs qui veulent tout faire. Ils sont prêts à monter sur le toit pour aller s'assurer que les drains sont nettoyés. Ils sont prêts à faire la peinture du corridor. Ils sont prêts à faire remplacer le concierge durant ses vacances, embarquer sur le 4 roues, sortir les déchets. Donc, on a des gens, nos administrateurs des fois, nos copropriétaires des fois, un résident, conjoint d'une copropriétaire, le fils d'un néocopropriétaire. Maître Papineau,
qu'est-ce qu'on fait comme précaution, comme syndicat, pour ne pas se mettre dans une fâcheuse position? Premièrement, il y a des métiers ou des professions qui sont réglementées. On ne peut pas décider d'être plombier si on n'a pas les cartes de compétences. Et vous savez, c'est un petit peu difficile souvent pour les syndicats. Il me vient un exemple qui est arrivé il y a une dizaine d'années. À Laval, les gens, tout bien intentionnés, pour aider les étudiants, les enfants des copropriétaires, avaient engagé des jeunes pour peinturer l'immeuble, les balcons et tout ça. Évidemment qui n'ont pas de carte de compétence, évidemment qui n'ont pas d'assurance. Et il y en a un qui est tombé du 14e étage. Je n'ai pas besoin de vous expliquer que c'est un peu blessé. Et il en est même mort de ses blessures. Alors là, évidemment, la police est arrivée, CNSST est arrivé, tout le monde est arrivé. Alors, une bonne intention est devenue le cauchemar parce qu'on aurait dû engager une compagnie de peintres qui avait des compétences, qui avait des assurances, qui étaient attachés parce que le jeune ne s'était pas attaché aux balustrades. Alors, tout ça, c'est de faire attention. C'est beau de dire on va essayer d'économiser de l'argent, on va envoyer l'administrateur vérifier les travaux de toiture, mais si l'administrateur, c'est pas un couvreur, puis il connaît pas ça, je ne sais pas ce qu'il va aller faire sur le toit, c'est pas son rôle. C'est pas le rôle d'un administrateur, c'est pas sa compétence. Alors, malheureusement, ça va engendrer des frais supplémentaires, mais il faut engager des gens compétents, des gens qui ont les cartes nécessaires, les gens qui ont les assurances nécessaires pour s'assurer que le travail qu'on demande d'exécuter soit supervisé. Je comprends que c'est malheureux de dire on va être obligé de payer un architecte ou un ingénieur, mais souvent, on est mieux de payer l'architecte ou l'ingénieur pour superviser les travaux que de payer l'architecte ou l'ingénieur pour corriger les travaux qui ont été mal exécutés. Alors, ce point-là, puis les gens, il y en a beaucoup qui doivent dire, ben oui, mais là, il y a encore des frais, des frais, des frais, des frais. Nous, on est un petit syndicat, on n'a pas d'argent, mais vous allez en avoir beaucoup moins d'argent quand ça va être le temps de corriger puis de réparer que d'avoir supervisé le travail qui aurait dû être bien fait la première fois. Tout à fait. Puis là-dessus, j'aime votre point, M. Papineau, parce que qu'on soit un petit syndicat ou un grand syndicat, un professionnel au dossier dans des grands travaux comme ça, bien souvent, ça permet d'économiser des sous. Déjà, juste dans l'appel d'offres, parce que Maryse, là-dessus, tu pourras m'aider à faire un bout là-dessus, mais un appel d'offres qui me dit, moi, que couverture machin et couverture tartempion vont faire la même chose, mais lui est 10 000 de moins. Je suis qui, moi, pour dire ça? Alors, Maryse, qu'est-ce que tu en penses? Parce que c'est des soumissions, c'est vraiment complexe quand on nous dit, comme gestionnaire, les conseils, fais 3 soumissions pour la toiture. Bon, on ne sait pas qu'est-ce qui va être fait et tout. Qu'est-ce que tu en penses, Maryse? Bien, si on veut des bons travaux, ça prend un bon devis. Puis pour faire des devis techniques comme ça, c'est sûr qu'un gestionnaire, on est plus un chef d'orchestre. Donc, si on a besoin d'un ingénieur ou d'un architecte, c'est eux que le syndicat doit engager. On peut donner les grandes lignes de ce que le syndicat a besoin, mais au final, on n'a pas les compétences techniques d'une toiture ou d'une tuyauterie ou de toutes ces. Il y a tellement d'items différents dans un syndicat de copropriété. Puis les incidences peuvent être vraiment importantes là, de faire les mauvaises choses. Donc, c'est toujours de contacter les experts, puis plans et devis, ça part de là. Puis par la suite, le syndicat peut demander de recevoir quand même les soumissions, les soumissionnaires que notre ingénieur va appeler. C'est pas défendu de les regarder ou de poser des questions. Puis par la suite, exactement, c'est les ingénieurs qui vont mandater puis faire la surveillance des travaux. On a une petite question que j'ai vu passer, que là, je voudrais voir votre comeback sur ça. C'est le concierge fait des travaux au noir dans les unités privatives. Bon,
Fait que là, si on a compris, c'est qu'en quelque part, il y a un salarié du syndicat qui fait des travaux dans les parties privatives. Alors, Maryse, je commence avec toi. Est-ce que tu vois ça de façon occasionnelle ou régulière dans les syndicats de copropriété? Puis après ça, est-ce qu'on devrait permettre ça? Puis Maître Papineau va pouvoir nous dire si c'est une bonne chose de permettre à notre concierge de faire des travaux. Puis là encore, on espère qu'il ne fait pas trop de travaux qui auront besoin de carte de compétences. Exactement. On ne veut pas voir ça. Je crois que ça devrait faire partie du contrat de travail, disant qu'il est engagé par le syndicat, mais qu'il ne peut pas aller faire des tâches chez les gens, parce que encore là, comment il en fait, quelle garantie ou quelle assurance? Est-ce que finalement, il va faire ça juste sur les heures du extra du samedi ou si ça va, c'est jamais une bonne chose. C'est pas quelque chose que je vois, là, mais j'imagine qu'il faut le prévoir au contrat, puis il faut essayer de le faire respecter, là. C'est sûr que pour le copropriétaire, ça peut être avantageux, venir faire laver ma fenêtre, faire des petites choses, mais je pense que c'est pas la meilleure idée pour que ce soit l'employé du syndicat qui fasse ça. Maître Papineau va peut-être pouvoir nous éclairer plus là-dessus, là, mais Effectivement, moi, je le vois dans beaucoup de syndicats et ça se peut que ça aille bien. Mais il y a des syndicats où le concierge, il finit par travailler plus souvent puis plus d'heures pour les copropriétaires que pour le syndicat. En plus, il prend les outils ou l'équipement du syndicat, ce qui fait qu'il peut le briser ou l'endommager ou l'user prématurément. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile quand tu as un cadre à poser ou que tu as une petite affaire à faire, de demander au concierge. Mais il faut comprendre que si tout le monde lui demande un petit service, et ça finit par faire beaucoup de temps. Et est-ce que tout le monde le sait si le concierge le fait sur ses heures à lui ou pas? Tu sais, le concierge, il vous dit, moi, je travaille de 6 à 2, je vais être là chez vous à 3 heures. Est-ce qu'il est rentré à 6 heures le matin? Est-ce qu'il a travaillé jusqu'à 2 heures? On ne sait pas. Est-ce qu'à 3 heures, il devrait travailler pour le syndicat ou pas? J'ai un exemple, un syndicat où le concierge faisait plus d'argent à faire ces petits travaux-là le soir pour la fin de semaine que de travailler pour le syndicat. Puis on s'est aperçu qu'il travaillait aussi sur les heures du syndicat pour les copropriétaires. Alors, c'est pas nécessairement une bonne chose et ça demande beaucoup de supervision. Il y a une question qui vient de passer, c'est est-ce que le concierge a sa propre compagnie, est-ce qu'on peut l'engager? Donc, si le concierge, ce que je comprends, c'est que c'est une compagnie externe, les copropriétaires veulent l'engager en surplus de ça, Maître Papineau, s'il fait s'il fait ses prestations, comme c'est un fournisseur externe, j'imagine que, et là encore, ça dépend quel genre de petits travaux qui concoctent chez les copropriétaires. Oui, mais il y a une autre question, c'est que si on engage une compagnie qui a juste un employé, l'impôt, ils n'aiment pas tellement ça, puis la déduction à la source non plus, parce qu'ils vont dire, de fait, vous utilisez une compagnie ou une société pour contrevenir aux déductions à la source, contrevenir aux normes du travail, ainsi ou ça. Alors, il faut faire attention, si c'est un concierge et qu'il est tout seul dans sa compagnie, c'est pas nécessairement une bonne chose pour le syndicat, là, d'avoir quel concierge a une compagnie. Maryse, dans ce cas-là, là, où les gens, on semble avoir un besoin de faire plein de petites choses différentes et tout ça, bien, on peut, comme gestionnaire, soumettre certains contacts d'hommes à tout faire qui peuvent venir des fois pour la copropriété et en même temps peuvent être sélectionnés par des copropriétaires pour faire certaines petites réparations. Et là encore, je ne sais pas si qu'est-ce qu'on appelle comme homme à tout faire, Maître Papineau. Ça s'arrête où, ça? Un homme à tout faire dans une copropriété? Mais je vais laisser Maryse répondre à ma question. Après ça, Maître Papineau, vous me reviendrez avec le titre de homme à tout faire. Mais Maryse, ça peut se faire. Ça. Si on a une ressource qui est efficace dans la copropriété,
puis qui est prêt à rendre service, on peut le référer au copropriétaire. Souvent, c'est demandé par les administrateurs de mettre à disposition des copropriétaires des entreprises ou des corps de métier spécifiques comme le nettoyage des aires climatisées. Si on a 2 compagnies qui connaissent bien les systèmes du syndicat, puis on les met là, mais sauf que c'est toujours noté, il faut toujours noter que c'est une référence, puis le syndicat ou le gestionnaire n'est pas responsable du résultat des travaux ou de ce qui s'est passé. Mais c'est des références comme ça, souvent que c'est les administrateurs là, qui demandent pour faciliter la vie de leurs copropriétaires. Puis souvent, c'est des corps de métier spécialisés, un plombier ou les gars de climatisation là, pour justement qui connaissent un peu les meubles. Okay. Maître Papineau, l'homme à tout faire, qui n'a pas de carte de compétence. L'homme à tout faire qui s'est exposé. Vous savez, il y a un vieux principe qui dit que celui qui sait tout faire, il ne sait rien faire. Mais ça se peut qu'il y en ait des hommes à tout faire, sauf qu'il y a une limite à ça. Il n'a pas le droit de faire la plomberie, il n'a pas le droit de faire l'électricité. Souvent, on le voit, l'homme à tout faire est allé brancher le lave-vaisselle, puis ça a coulé après ça. Ben là, on a un problème. Il n'y a pas à moins qu'il y ait une assurance responsabilité, puis que son assurance le couvre malgré qu'il ait fait un travail de plomberie. Alors, il faut faire attention. Un homme à tout faire, ça ne sert pas à tout faire, puis ça n'a pas le droit de tout faire. C'est ça, exactement. On a une petite question. On a donné à notre concierge un appartement sur place. Si la relation de travail devait se terminer, comment cela affecterait-il la récupération du logement? On en a parlé un petit peu, mais je pense que peut-être qu'on peut y revenir, Maître Papineau. Y a-t-il des règles particulières à suivre pour éviter des problèmes à ce moment-là? Donc, Maître Papineau, vous avez parlé tantôt l'histoire du bail de logement. Alors, l'article 1976 du Code civil dit qu'on doit donner un délai d'1 mois au concierge. Mais s'il ne s'en va pas, il faut aller chicaner devant la Cour du Québec. Ce n'est pas une bonne chose. Vous voyez, 1976, on l'a à l'écran, ça dit que c'est 1 mois, sauf stipulation contraire dans le contrat. Mais le problème, c'est que si on a un concierge résident, puis il arrête de travailler le 1er janvier, puis il a le droit de rester tout le mois de janvier dans l'appartement, qu'est-ce qu'on fait avec le nouveau concierge résident le 1er janvier? Parce qu'il n'y aura pas de place pour demeurer. Alors, je reviens toujours sur la même chose. Je pense que tout le monde a compris. Moi, des concierges résidents, ce n'est pas la meilleure chose pour un syndicat. On avait senti ça, Maître Papineau, puis on respecte beaucoup votre expertise dans le domaine, parce que quand vos clients vont vous voir, ce n'est pas nécessairement que ça va bien. Hein? Alors, mais Maître Papineau, on a un petit problème, puis on s'en va à la Cour du Québec. On passe quand? Ben, on passe dans 1 an ou 2. OK. OK. Fait qu'on n'est pas avancé que notre concierge dans le logement, là. Nous aide pas, puis généralement, le concierge qui n'est pas habitué de payer un loyer, il va avoir de la difficulté à se trouver un autre emploi ailleurs où il va avoir les moyens de vivre puis de se payer un appartement. Alors, raison de plus d'y penser avant d'avoir un concierge résident. Parfait. On a tantôt parlé, puis là, on est revenu un petit peu avec l'homme à tout faire, puis on se comprend bien. On peut quand même répéter ce soir pour nos gens que des travaux de plomberie, d'électricité, là, on parle toujours de ces 2 corps de métier-là, mais c'est les plus souvent qui sont très utilisés autant dans le syndicat que dans les parties privatives, mais les copropriétaires doivent prendre des gens avec des cartes de compétences. Et ce qui est dans leur partie privative, ben, c'est à leurs frais naturellement. Et encore là, on ne peut pas non plus permettre à n'importe qui de faire n'importe quoi, tant dans les parties privatives que dans les parties communes surtout. Mais on a une fiche pratique qu'on va vous inviter à aller voir. Donc, les petits travaux, un homme à tout faire, à quel risque? Parce que, Maître Papineau, quand on a quelqu'un qui n'a pas de carte, ou que c'est un de nos administrateurs, un de nos copropriétaires ou un résident qui passe la tondeuse, puis qui se blesse, puis etc.,
Là, il y a un processus qui s'enclenche, puis souvent les administrateurs vont dire, oui, mais on a une assurance responsabilité civile. Donc, j'arrête ma phrase là, mais vous avez compris ma question. Les administrateurs s'engagent le bras dans l'engrenage jusqu'à quoi? Ben, premièrement, si tu demandes à quelqu'un qui n'est pas plombier de faire un travail et que l'eau coule sur 20 étages, l'assurance du syndicat, peut-être qu'ils ne seront pas heureux de faire un chèque. Et ils vont peut-être dire, vous avez contrevenu aux lois et aux réglementations et notre police d'assurance ne couvre pas ça. Alors, c'est pas une bonne chose. Comme j'ai dit tantôt, si la personne se blesse, ben, ils n'ont pas d'assurance invalidité, ils n'ont pas d'assurance salaire. Alors, le syndicat peut être pris avec ça. Alors, c'est sûr qu'on n'est pas là, Mme Couture et Mme Goulet, on n'est pas là les trois pour dire aux gens, leur faire peur, puis leur dire, allez dépenser de l'argent quand vous pourrez l'économiser. Mais la question, c'est, avant d'économiser, assurez-vous que vous allez vraiment économiser et que vous ne serez pas pris avec des problèmes après. Tout à fait. Tout à fait. Là, je reviens avec mes contrats. On avait discuté avant la rencontre, on avait mis qu'est-ce qu'on doit retrouver dans un contrat? Qui signe le contrat? Parce que des fois, comme gestionnaire, Marie, on va signer pour et au nom du conseil d'administration. Mais Papineau, est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on ne fait pas bien? Contrat, une entente de service. Jusqu'à où nos administrateurs doivent aller pour se sentir rassurés dans ces choses-là? Et comment on peut mettre fin à un contrat qu'on a signé? Je lance mes petites questions, mais je vais vous laisser les mijoter. Marie, si tu veux ajouter ou aider Maître Papineau à répondre à toutes mes questions, ça serait apprécié. C'est certain que quand on signe un contrat, bien, quand on demande un offre de service, dans le contrat, il faut toujours s'assurer, moi je pense que c'est quelque chose d'important, s'assurer qu'il y a une clause de résiliation qui permet au syndicat de sortir de cette entente-là si jamais ça ne fait pas l'affaire. Parce que signer un contrat d'1 an avec un service qui est inadéquat ou qu'on n'aime pas, bien, ça peut être long si on n'a pas de clause de résiliation, chicane, consulter un avocat et tout. Tandis que si au moins on a une clause de résiliation, ça peut aider à sortir de là. Puis il faut aussi bien établir les tâches. Mettons que c'est pour un entretien paysager. Bien, établir les tâches, faire la haie à tel endroit, la haie à tel endroit. Donc, il faut qu'il y ait des détails là, importants sur les tâches qui sont à faire. C'est un bon exemple, l'entretien paysager, parce que bon, la haie, elle coupe quand? Parce que là, comme là, c'est les feuilles. Si on ne sont pas venus ramasser les feuilles, bien là, il faut appeler le fournisseur. Oui, mais j'ai jusqu'au 15 novembre, jusqu'au 20 novembre, etc. Fait que c'est sûr que oui, puis là, tu as touché un bon point, hein, l'entretien paysager. Le déneigement, la même chose. Le sel, tu remplis-tu les boîtes à sel, mets-tu des boîtes à sel et tout ça? Donc, oui, ça veut dire c'est de dresser des choses qu'on veut puis des choses qu'on ne veut pas. Fait que comme ça, on le sait, on le dit au fournisseur. Et Maître Papineau, qu'est-ce qu'on fait dans les cas des contrats comme ça? Moi, je donne toujours l'exemple de autant le déneigeur, on n'est pas satisfait, les syndicats disent bon, on va retenir le dernier paiement. Contrairement du côté de l'entrepreneur, il dit ouais, je vais venir avant le mi-novembre pour faire tes réparations de briques, mais il ne vient pas. Jusqu'à quand on est lié avec ce contrat-là? Ben, là, vous donnez des exemples. L'entrepreneur doit venir en novembre puis il ne vient pas. Ben, si le contrat est clair et précis, on n'a pas de problème. Si le contrat ne mentionne pas de date d'exécution, vous savez, je disais tantôt, c'est pas magique d'écrire un contrat. Alors, dans le cas d'un entrepreneur, un maçon, ben là, ça prend son nom, ça prend le nom du syndicat, ça prend la description des travaux, mais ça prend des dates de début, de fin, parce que s'il n'y a pas de date d'exécution des travaux, on fait quoi? Il va venir quand il veut, il va venir aux heures qu'il veut, parce que on empêche les copropriétaires de faire des travaux dans leur appartement normalement.
avant 8 heures le matin et après 4 ou 5 heures l'après-midi. Mais là, si le maçon commence à 6 heures du matin et réveille tout le monde, ça ne fonctionne pas non plus, là. Alors, c'est important, un contrat, il n'y en a jamais trop d'écrits dans ça. Plus il y en a, plus c'est clair et ça évite plus de chicanes et de divergences, là. Alors, le contrat, faut prendre le temps de l'écrire et il faut aussi s'assurer avec qui on fait un contrat parce qu'il y a des gens avec qui tu fais n'importe quel contrat, ils ne respectent pas et on fait ça depuis toujours, là. Alors, il faut vérifier avec qui on contracte. OK. Maryse, est-ce que comme gestionnaire, on signe le contrat pour le conseil d'administration? Parce que maintenant, de plus en plus par courriel, tout ça, on reçoit une approbation, tout le monde a dit OK, etc. On y va comme ça? Mais une fois qu'ils ont accepté, habituellement, on propose peut-être 2 ou 3 compagnies pour le déneigement. On fait une recommandation. Si c'est accepté, bien oui, on signe à titre mandataire, mais pour des travaux importants qui peuvent aller jusqu'à 500 000, 1 million, ou en tout cas, des travaux, mettons, de 100 000, c'est des travaux importants. Bien, je pense qu'impliquer les administrateurs, c'est une signature EasySign. Ça se fait bien, puis c'est eux qui contractent, qui sont d'accord finalement avec tous les détails du contrat. Parfait. On a une question ici. Un des copropriétaires s'est proposé pour effectuer de petites réparations comme la peinture des murs dans les espaces communs en échange d'une réduction de ses frais de copropriété. Cela a été bien accueilli par certains membres du conseil, mais je crains que cette pratique ne soit perçue comme un avantage injuste ou pire encore, qu'elle crée une relation d'emploi très floue. Est-ce que le Code civil du Québec prévoit des règles spécifiques pour ce type d'arrangement? Que devrait-on prévoir pour que cela reste équitable pour tous les copropriétaires? Maître Papineau, vous avez réagi. Écoutez, c'est tout le temps la même chose. Les frais de condo, des charges communes, il faut les payer. Ça s'échange contre rien. Exactement. Même, il y a des administrateurs qui disent, moi, au lieu d'être payé, je ne payerai pas mes frais de condo. Non, tu payes tes frais de condo. Il faut qu'au bout de la ligne, quand tu as un budget de 100 000 ou d'1 million, il faut que tu aies 100 000 ou 1 million d'argent qui est rentré dans le compte de banque. Et si tu veux payer quelqu'un pour faire des travaux, ce n'est pas en compensant, parce que de toute façon, il y a quelque chose qui ne fonctionnera pas dans la comptabilité du syndicat, il va manquer des charges. Et l'autre chose, c'est que la personne qui fait ces petits travaux-là, normalement, elle devrait le déclarer à l'impôt. Elle devrait dire, j'ai fait des travaux, donc je n'ai pas payé mes frais de condo de 300 $ par mois, imposez-moi sur le 300 $. Et si le syndicat fait ça et que la personne ne paye pas l'impôt sur son 300 $, bien, l'impôt va dire, vous êtes au syndicat, tu es un employeur, tu n'as pas fait les déductions à la source, non seulement il faut que tu les fasses, pénalité, intérêt, etc. Parfait. Donc, pour la question, ce n'est pas le meilleur arrangement du tout, du tout, du tout. On a une autre question. Est-ce qu'une entreprise de services ménagers doit être inscrite au registre des entreprises pour qu'elle puisse exercer? Mais toutes les entreprises doivent être inscrites au registraire des entreprises, c'est une obligation, ce qui permet de savoir qui est derrière l'entreprise, le président, le secrétaire ou les associés. Ça donne l'adresse légale, etc. Alors oui, ça doit être inscrit. Donc, s'il n'y a pas d'inscription au registraire, ce n'est pas une entreprise, c'est quelqu'un qui offre des services. Maître Papineau, toutes les entreprises, même si c'est une personne qui exerce à son nom, puis qui déclare à l'impôt ces choses, mais doivent avoir des assurances responsabilités, même pour le ménage et ces choses-là. Évidemment, vous savez, la personne qui n'a pas d'assurance responsabilité, c'est un peu inquiétant. C'est quelqu'un qui n'a pas peur que si jamais elle cause un dommage, elle va se faire poursuivre. Mais si elle n'a pas peur de se faire poursuivre, c'est peut-être qu'elle n'a rien à perdre parce qu'elle n'a rien. Alors,
il faut, quand on engage quelqu'un, et je souris parce que moi, la première chose que je fais quand je vois un rapport d'ingénieur, et je ne suis pas sûr, là, parce qu'il y en a 2, 3 ingénieurs qui chicanent, qui ne disent pas la même chose. La première question que je leur pose, c'est pouvez-vous m'envoyer votre assurance responsabilité? Parce qu'il faut savoir qu'est-ce qu'ils ont comme assurance, jusqu'à quel montant et quelles sont les exclusions. Alors, une assurance, le syndicat ne peut pas se permettre d'engager des gens qui n'ont pas d'assurance. Ça devrait faire partie de la clause du contrat. Exact, exact. Tout à fait. Mais Papineau, c'est un excellent point. Là, vous allez dire, je le sais, que tu fais un bon point. Mais c'est un excellent point parce qu'on n'avait pas parlé dans notre contrat tantôt. À chaque fois que vous demandez un contrat de service, on devrait demander comme administrateur une copie de l'assurance responsabilité. Comme ça, vous évitez, comme Maître Papineau l'a dit, peut-être des situations problématiques que vous allez, que vous pourriez rencontrer qui seraient difficilement, moins facilement réglées, on va dire ça comme ça. Vous devez demander aussi les licences, les numéros de licence, leur permis, etc. Il ne faut pas gêner de demander à un fournisseur à qui on donne de l'argent de dire dites-nous qui vous êtes et dites-nous comment vous êtes, vous nous protégez. Quelqu'un qui vous dit je suis un plombier, mais qui n'a pas de carte de plombier, puis qui n'a pas d'assurance, peut-être qu'on n'en veut pas là. Les numéros RBQ, on peut Ouais. vérifier des On peut choses. vérifier là aussi, effectivement, tout à fait, absolument. Et puis ça, c'est des choses que vous devriez vérifier aussi, chers copropriétaires ou surtout administrateurs. C'est lors des travaux dans les parties privatives, vos copropriétaires doivent vous présenter une demande, minimalement avec un entrepreneur qui a une licence. Donc, la licence doit être là, puis l'assurance responsabilité s'il cause un dommage. Comme Mme Papineau l'a dit, une soudure, il met le feu à l'immeuble, un dégât d'eau sur 3 étages. Même si vous êtes un 6 unités, puis il y a deux condos par étage, ben, ça fait du ravage, là. Ça ne prend pas un 30 étages pour faire du ravage non plus, là. Ça va en fonction de votre grandeur. On a une autre question. Madame Bernard, nous souhaitons faire repeindre certaines parties communes, comme les escaliers lors d'entrée, mais un entrepreneur en peinture nous coûterait trop cher. Peut-on engager un homme à tout faire sans licence RBQ pour ce type de travail ou la peinture intérieure est-elle considérée comme une tâche nécessitant une licence? Ça, à ma connaissance, ça ne nécessite pas une licence, mais ça nécessite à tout le moins une assurance responsabilité. Alors, que la personne n'ait pas, on n'a pas besoin de carte de compétence pour faire la peinture, mais on a besoin d'une assurance. La personne va parler d'un 6 unités, la personne est au 2e étage, puis elle tombe dans l'escalier. Il faut qu'il y ait une assurance, puis il faut que le syndicat ait une assurance. Oui. Donc, Mme Bernard, on a répondu à votre question. Donc, l'autre chose puis là, vous avez amené un point très important, parce qu'on a parlé tantôt de faire affaire avec des professionnels, etc., etc. Donc, dans ce cas-là, notre professionnel, il nous propose des services, il va faire des plans et devis, peut-être de la réfection de notre toiture, ce qui est facile pour nous de parler ce soir. Maître Papineau, on lui demande, c'est un ingénieur, on lui demande de nous montrer sa bague ou on lui demande de nous donner son numéro? Premièrement, Administrateur, on vérifie un ingénieur ou un ben, plombier, c'est facile, là, mais. un ingénieur aussi, vous allez sur le site Oui. de l'ordre et la compréhension professionnelle, vous allez voir s'il est en règle. Vous allez voir plus que ça. Vous allez voir s'il y a des dossiers disciplinaires, s'il y a des limitations. Il y a des ingénieurs qui, même s'ils sont ingénieurs, ne sont pas ingénieurs en tout. Il y a des ingénieurs civils, il y a des ingénieurs pour différentes choses. Et même si la personne a une spécialité d'ingénierie, elle peut avoir une limitation. Alors, on vérifie avec l'ordre professionnel. Bon, très bon point, très bon point. Et il nous reste 5 minutes, donc j'invite les gens à poser leurs questions avant qu'on termine. Mais si on rappelle les choses,
dans tous les sujets qu'on a couverts ce soir, c'est que c'est important de rappeler aux administrateurs qu'il y a des choses à respecter dans les aires communes, quand vous êtes administrateur d'un syndicat de copropriété. Mais Papineau, j'aimerais que vous reveniez sur le fait que l'administrateur n'a pas le droit de prendre toutes les décisions farfelues qu'il aimerait en pensant que l'assurance du syndicat va le couvrir, par exemple. Vous savez à quoi je fais référence? Ah, c'est pas grave, on est assuré. L'assurance va nous couvrir même si on a pris une mauvaise décision. L'assurance va nous couvrir même si on n'a pas fait notre valeur de coût de reconstruction. L'assurance du syndicat, on est assuré. Elle est pas à toute sauce, cette assurance-là. Si vous regardez votre police d'assurance, le paragraphe pour dire ce que ça couvre Il est très court. est très court par rapport aux exclusions qu'il y a dans la police d'assurance. C'est ça, elle Alors, a 94 pages d'exclusion puis 2 pages de ce qu'elle couvre. ben, c'est parce que dans les 2 pages, ils mettent votre nom, l'adresse et tout ça. Fait que dans le fond, c'est peut-être juste 1 page et demie, là. Alors, effectivement, Mme Couture, il faut regarder notre police d'assurance, de dire on a une assurance. Non. Les assureurs ne couvrent pas les gestes intentionnels, couvrent pas que quelqu'un qui ferait exprès pour mal agir, couvre pas l'incompétence exagérée. Ça ne couvre pas tout, une assurance. Donc, au même titre, tantôt, vous avez fait référence à quelque chose de très tragique, une chute de haut niveau avec un décès qui s'ensuit. Comme syndicat de copropriété, c'est quand même des choses assez rares, là, puis Dieu merci, mais c'est des choses, est-ce que l'assureur du syndicat pourrait blâmer les gens qui ont engagé, les gens qui n'avaient pas les cartes de compétences? Là, on parle de des jeunes, mais allons-y pour globalement. Parce que c'est important de s'assurer que l'assurance est pas là, elle ne va pas éponger tout, là. Non, mais écoutez, dans ce cas-là, les administrateurs avaient donné un pinceau et un bidon de peinture au petit jeune de 14 ans, puis vas-y peinturer. C'est pas tout à fait comme ça, il faut que ça fonctionne, là. Alors, il y a une responsabilité quand on engage quelqu'un. On ne peut pas dire, ah, ben, on a engagé quelqu'un qui s'arrange. Non, non. On a une responsabilité qu'il n'arrive pas d'accident, qu'il n'y a pas de dommages. On ne peut pas toujours juste dire, vas-y, puis arrange-toi là. L'administrateur doit agir. La vieille expression, c'est un bon père de famille. Ça s'applique à ça aussi, là. Maintenant, c'est avec prudence et diligence. Et voilà. Et voilà. Monsieur Lacroix, une question. Dans notre copropriété, nous avons dû gérer plusieurs départs de concierges en peu de temps, ce qui a perturbé notre organisation, certainement, je vous comprends. Nous pensons désormais inclure une clause dans le contrat de travail qui encourage la stabilité, par exemple en offrant une prime d'ancienneté. Est-ce possible d'encadrer légalement cette clause pour s'assurer de sa légalité ou c'est pas possible? Ah, ben, il n'y a rien qui empêche de le faire. Il n'y a rien qui empêche de dire, écoute, après la première année, tu auras un bonus. Après, il n'y a rien qui empêche ça. Il n'y a rien d'illégal ou pas correct là-dedans. Et je vais vous dire, les concierges, je le vois chez plusieurs clients, les syndicats vont dans l'immeuble d'à côté pour voler le concierge. Alors, il faut leur donner des incitatifs pour rester. Alors, oui, vous pouvez faire ça, il n'y a aucun problème. Parfait, merci. Donc, c'était, chers auditeurs et auditrices, en fait, c'était pour vous mettre en garde ce soir, puis vous indiquer les choses qui sont importantes à bien faire, les choses qui sont importantes à peut-être ne pas faire. Donc, on a tantôt présenté la fiche pratique sur l'homme à tout faire. Je vous invite à aller la revisiter parce que souvent, c'est quelque chose qu'on retrouve, Maryse, dans les copropriétés tout le temps, de vouloir engager quelqu'un qui n'a pas de carte de licence et peut-être d'assurance. Mais Papineau a bien fait le point sur ça. Donc, c'est important, c'est ces choses-là qui sont à vérifier. Autant comme copropriétaire, de voir à ce que ce soit bien respecté,
parce que le syndicat, c'est toute l'entité si l'administrateur ne respecte pas bien ça. Donc, on espère qu'on a répondu à vos questions. C'est un sujet qui est très large, mais en fait, qu'il faut prendre de façon très minutieusement quand vous rédigez un contrat, autant pour une personne que vous allez engager qui va être un concierge, un agent de sécurité qui va rester avec vous dans l'immeuble, ou pour vos fournisseurs externes. Je pense que Maryse a donné des bonnes pistes de solutions en disant certaines choses qu'on devrait retrouver dans les contrats pour la plupart. Et vous savez, Maryse donnait l'exemple du paysagiste. Et souvent, ça, c'est très, très délicat parce que les gens veulent que ce soit beau, puis là, c'est pas coupé au bon moment, c'est coupé trop court, la haie est coupée trop longue, etc. Soyons clairs. Indiquons dans nos demandes qu'est-ce qu'on s'attend pour être sûr que le fournisseur qui va offrir une offre de service va faire une offre de service avec un coût qui va être capable de livrer la marchandise qu'il vous a promis. Puis ça, c'est bon dans tous les contrats. Donc, merci à vous tous d'avoir été avec nous. Merci à mes deux invités qui m'ont accompagné ce soir pour la web radio. C'est toujours facile pour une animatrice d'avoir des gens très intéressants. Donc, Maître Papineau, merci encore de souvent être avec moi. Et vous allez être avec moi au mois de décembre là, pour le dernier web radio. Je vous rappellerai à votre agenda si vous ne l'aviez pas placé comme il faut, où on va faire un retour sur la législation qui s'est passée cet automne. Vous et moi et une autre collègue qui sera Catherine de HPDG. Merci Maryse d'avoir été avec nous de la compagnie Sentinelle, une entreprise familiale. Tu travailles avec ton mari, tu travailles avec ta fille, Émilie. Alors, merci d'avoir été avec nous. On vous réinvite une prochaine fois. Au plaisir, merci beaucoup. Merci. Merci LJT, l'équipe d'avocats de Maître Papineau avec, je dis toujours à la blague, c'est boys parce que ça a l'air d'être un cercle d'hommes jusqu'à maintenant. Donc, merci au RGCQ d'avoir été avec nous aussi. Merci à Lanceny d'avoir préparé la web radio avec Gabriel. Vous pouvez les voir, justement, Lanceny s'occupe de les remettre en rediffusion rapidement. Vous pouvez les revoir toutes. Les web radios, on a enlevé quelques-unes dans un ménage qui était moins d'actualité, mais toutes avec le code QR, vous pouvez retrouver les web radios qui sont en rediffusion pour vous remémorer certaines informations qu'on a données. La prochaine émission, prochaine web radio, les ascenseurs en copropriété. Je serai accompagnée d'une firme, la firme Chat de Vincent et Carlos, qui sont spécialistes en management et consulting, donc ils vont nous expliquer les services qu'ils offrent. Et Marie-Claire de EMC Gestion qui sera là pour m'accompagner pour le 27 novembre. Merci à vous tous. Bonne fin de soirée et à bientôt. Merci. Bonne fin de soirée à tous. Merci, bonne soirée. Au revoir.